La nuit vient de tomber sur Rio. Nous sommes le dimanche 31 mai 2009. À l'aéroport, 216 passagers s'apprêtent à embarquer sur le vol AF447 à destination de Paris. Ce soir, le vol Air France est assuré par cet appareil, un Airbus A330, avec à son bord un équipage de 12 personnes. À 21h29, l'avion décolle. 4h30 plus tard, le vol 447 se désintègre en percutant l'océan Atlantique. Deux ans plus tard, les boîtes noires de l'appareil sont enfin repêchées. L'une contient les conversations des pilotes enregistrées dans le cockpit. L'autre, l'enregistrement de plusieurs centaines de paramètres techniques de l'avion. À partir de ces informations, nous avons rigoureusement reconstitué les dernières minutes avant le crash. Très précisément, 4 minutes et 22 secondes. Des comédiens vont interpréter les rôles des trois pilotes. Le premier incarne le commandant de bord expérimenté, Marc Dubois, 58 ans, 11 000 heures de vol. Il connaît bien la route entre Rio et Paris, il l'a déjà parcourue 16 fois en 2 ans. À ses côtés, 2 copilotes, comme pour tous les longs courriers. David Robert, 37 ans, 6500 heures de vol, et Pierre-Cédric Bonin, 32 ans, le moins expérimenté des trois, avec 3000 heures de vol. C'est lui qui sera aux commandes quand débutera le drame. Après le décollage, l'avion longe comme d'habitude les côtes brésiliennes, cap vers le nord, avant d'entamer la traversée de l'océan Atlantique. Au bout de 4 heures de vol, il entre dans une zone de turbulence habituelle dans la région. L'avion est alors en phase de croisière en pilotage automatique. C'est donc l'ordinateur de bord qui pilote. Dans le poste de pilotage, aucune inquiétude. Bon allez, je me casse. En fait, je somnolé. À 2 h du matin, le commandant de bord part même se reposer, laissant aux commandes les 2 copilotes. Dix minutes après le départ du commandant, se produit alors un incident. Les sondes pitot givrent. Elles servent à calculer la vitesse de l'avion, information qu'elles transmettent aux ordinateurs de bord. Privé d'indication de vitesse, le pilote automatique aussitôt se déconnecte. À partir de cet instant, voici reconstituées les 4 dernières minutes du vol AF447. C'est bon, j'ai les commandes. D'accord. Qu'est-ce que c'est ? C'est le jeune copilote qui prend les commandes. Il tire sur le manche. Pas une bonne annonce de vitesse. On a perdu les vitesses alors ? À force de tirer sur le manche, le copilote cabre l'avion. Fais attention à ta vitesse. Fais attention à ta vitesse. Ok, je Fais redescends. attention à ta vitesse. Tu stabilises. Ouais, Tu redescends. On est en train de monter selon lui. Selon lui, tu montes là, donc tu redescends. d'accord. Tu redescends. C'est parti, on descend. Doucement. On est en climb. Une alarme se déclenche. Putain ! L'autre copilote appelle le commandant de bord afin qu'il revienne d'urgence. Pendant ce temps-là, le jeune copilote continue à tirer sur le manche, amenant l'avion dans une situation de décrochage. Surtout essaye de toucher le moins possible aux commandes latérales. En clair, l'avion va cesser de voler et commencer à tomber. Putain, il vient ou il vient pas ? À cet instant, les ailes cessent de porter l'appareil et l'Airbus A330 entame sa chute vers l'océan. Ah putain, les moteurs là. Je comprends pas ce qui se passe. Putain, j'ai plus les contrôles de l'avion. J'ai plus du tout le contrôle de l'avion. Commande à gauche. Le commandant de bord revient dans le cockpit. On est où là ? C'est quoi là ? Vous foutez là. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas ce qui se passe. On a totalement perdu le contrôle de l'avion là. On comprend rien, on a tout tenté. Hein ?
180 km/h. C'est la vitesse verticale de l'avion en chute libre. Il est encore à 9000 mètres d'altitude. Ouais, c'est que j'ai plus de vario là. D'accord. On n'a plus aucune indication qui soit valable. J'ai l'impression qu'on a une vitesse de fou, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, surtout tes ordres. Non? Sire, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, je ne sais pas. Là, ça descend. Voilà. Là, c'est bon, là. On serait revenu les ailes à plat. Non, il veut pas. Les ailes à plat. L'horizon de secours. L'horizon de secours. Tu montes, tu descends, descends. Je suis en train de Descends descendre, là. Tu descends. Non, tu montes là. Là, je monte, là. Ok, alors on descend. Le jeune copilote reprend les commandes. Pousse sur le manche, mais pas suffisamment longtemps pour stabiliser l'avion. La chute continue. Ok, on est en toga? On est quoi, là? On a quoi, là? Putain, mais c'est pas possible. En LT, on a quoi? Comment ça en altitude? Ouais. Là, je descends, non? Là, tu descends, oui. Et là, tu mets les ailes à l'horizontale. Mais les ailes horizontales. C'est ce que je cherche à faire. Et les ailes à l'horizontale. Je suis à fond, du gauchissement. Le palonnier. L'avion tangue d'une aile sur l'autre. Le jeune copilote tente de le stabiliser, en vain. Les ailes à l'horizontale. Doucement, doucement. On a tout perdu au niveau du gauchissement. J'ai plus rien là. Tu as quoi là? Non, attends. On y est. On passe le niveau 100. Hein? Moi j'ai les commandes moi. Comment ça se fait qu'on continue à descendre à fond, là? Essaye de voir ce que tu peux faire avec tes commandes là-haut là. Là t'es les primaires, etc. On va arriver au niveau 100. L'océan n'est plus qu'à 3000 mètres. 9000 pieds. Doucement avec le palonnier là. Montre. Je suis à fond à cabrer, là, depuis tout à l'heure. Non, 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 remonte pas. Non, non. Alors descends. Alors les commandes. À moi les commandes. Vas-y, t'as les commandes. Les toujours en toga, hein. À présent, les deux hommes pilotent en même temps en tirant sur les deux manches. Attention, tu cabres là. Je cabre là. Tu cabres. On est cabré. On est à 4000 pieds. Tu cabres là. Allez, tire. On tire. Putain, on va taper, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? 10 degrés d'assiette. Pourquoi l'avion est-il tombé comme une pierre cette nuit-là? Cet Airbus, un A330-200, est un appareil réputé fiable. Un modèle d'avion qui n'avait jamais eu d'accident auparavant. Et la compagnie Air France est l'une des plus réputées au monde. Quant à l'équipage, il était constitué de 3 pilotes expérimentés. Les 3 pilotes étaient dans le cockpit. Nous avions à ce moment-là la compétence maximale au sein du cockpit de cet avion d'Air France. Air France et Airbus sont mis en examen pour homicide involontaire. 228 personnes sont mortes dans le crash. Et la justice cherche les responsables. La compagnie, les pilotes ou l'avion? Vous savez ce que c'est qu'un manche d'Airbus? Un joystick d'ordinateur, c'est pas du tout une colonne, un machin comme ça. C'est une merde, vous sentez rien. Certaines règles élémentaires de pilotage n'ont pas été appliquées. S'agit-il d'une erreur de pilotage ou d'une défaillance technique? Presque 3 ans après le crash du vol AF447, notre enquête révèle ce qui s'est réellement passé. C'est bon, j'ai les commandes. Tout commence quand le pilote automatique se déconnecte. On n'a pas une bonne annonce de vitesse. Le pilote automatique ne reçoit plus aucune information sur la vitesse de l'avion. Car à l'extérieur, les capteurs permettant de calculer la vitesse sont givrés. Ce sont les sondes pitot. Sur un Airbus A330-200, il y a 3 sondes pitot comme celle-ci sur la carlingue. Ce sont de simples tiges trouées dans lesquelles l'air s'engouffre. C'est ainsi qu'est mesurée la vitesse de l'avion. Cette nuit-là, elles sont tombées en panne. Pourquoi le constructeur installe-t-il des instruments aussi sensibles au froid sur les avions? Nous nous rendons chez le constructeur de l'appareil, Airbus à Toulouse.
L'interview se fait à bord d'un A380 entièrement dédié aux essais en vol. Le chef pilote nous explique que c'est la seule technologie existante pour mesurer la vitesse. Et surtout, il ne voit pas comment échapper au risque de givrage. Les pitot, par définition, givrent. Quel que soit le pitot que vous mettiez, à partir du moment où c'est un trou qui se balade dans l'atmosphère, il récupère des choses. Mais tant qu'on a des pitots classiques, ils vont givrer. Des pitots qui ne givrent pas, ça n'existe pas. Ce type d'incident arrive de temps en temps et de nombreux pilotes du monde entier ont déjà dû faire face à des givrages de sondes pitot. Nous avons voulu demander à Air France son avis sur ces incidents de sonde. Mais la compagnie aérienne a refusé toute interview, prétextant l'enquête judiciaire en cours. Une enquête judiciaire qui révèle pourtant dans ce rapport que 19% des pilotes confrontés au givrage des sondes se sont dit très stressés par l'événement. Pour 19% des pilotes, le stress a été fort. L'équipage a jugé la situation difficile. C'est probablement ce stress que rapidement les deux copilotes de la F447 ont dû ressentir. Connaissait-il ce type de risque? Avait-il été formé pour y répondre? On n'a pas une bonne... annonce de vitesse. On a perdu les vitesses alors? Malgré les consignes de silence d'Air France, un pilote a accepté de répondre à nos questions à visage caché. Il affirme que des pilotes avaient alerté la compagnie sur les pannes des sondes pitot. Ce que les pilotes déplorent, c'est qu'il y a eu presque 8 incidents précédant le Rio impliquant ces phénomènes de givrage de sondes et de situations difficilement contrôlables, en tout cas reportées comme très difficilement contrôlables par les pilotes, dont des pilotes instructeurs qui ont informé leur hiérarchie, qui ont expressément demandé à ce qu'il y ait des simulateurs dédiés, puisqu'ils se sont fait très peur lors de ces incidents. Et malheureusement, ça n'a pas été suivi des faits, ou en tout cas trop tard. D'après ce document que nous nous sommes procurés, ce ne sont pas 8, mais 12 équipages Air France qui ont eu à faire face à un givrage de sondes pitot à haute altitude durant les 12 mois précédents. Tous ont rédigé à leur retour des rapports d'incidents transmis à leur chef de service. Alors, la compagnie a-t-elle réellement pris la mesure du risque et prévenu ses équipages du danger? Pour tenter d'obtenir une réponse, nous allons à Roissy. Air France est le principal syndicat des pilotes refusant de s'exprimer. Nous allons rencontrer un autre syndicat, minoritaire au sein de la compagnie. À peine installé dans un bureau, nous croisons un commandant de bord. Il ne sait pas que la caméra tourne, nous en profitons pour recueillir un témoignage spontané. Nous lui montrons ce document de 2 pages, rédigé par la sécurité des vols d'Air France. Le texte informe les équipages des givrages à répétition des sondes pitot. Il a été distribué dans leur casier en novembre 2008, 6 mois avant l'accident. Air France mentionne un nombre significatif d'incidents. En majuscule à la fin, soyons vigilants. Vous vous rappelez l'avoir reçu? Oui, bien sûr. Mais je reconnais que ça ne m'a pas interpellé. C'est pas percutant du tout. Ça donne pas grand-chose sur la difficulté. On a tellement d'informations qu'on a du mal à les gérer. Nos casiers sont brûlés d'informations. Nous, on s'est couverts. Ça, c'est les papiers qui couvrent. C'est-à-dire que l'entreprise a fait ce qu'il fallait. Mais elle ne vérifie pas que l'information est arrivée au pilote. Air France a-t-elle suffisamment alerté ses pilotes? Si la compagnie refuse de s'exprimer, l'un de ses pilotes accepte de nous recevoir. Son statut de syndicaliste lui permet de s'exprimer dans les médias sans l'accord de son employeur. Bon, c'est par là? C'est par là. Bon, merci de nous recevoir. Ils ne sont pas très causants, vos collègues, sur le sujet de la F447. On va essayer de donner quelques informations. Air France a eu 12 incidents et a rédigé ce document de 2 pages. Dans le même temps, Air Caraïbes a fait une note justement sur le givrage des pitot. Air Caraïbes,
Une autre compagnie française a elle aussi été confrontée à des givrages des sondes pitot. Et elle a réagi d'une toute autre manière. La compagnie a rédigé ce dossier de 13 pages pour ses pilotes. Et elle a choisi de remplacer les pitot par un autre modèle censé poser moins de problèmes. Pourquoi Air France n'a-t-elle pas appliqué le même principe de précaution? Si vous avez 5 avions, vous pouvez changer les pitot en un week-end. Quand vous avez une flotte de 300 avions, pour changer les pitot, il vous faut beaucoup plus de temps parce qu'il vous faut les pièces. Vous ne pouvez pas mobiliser tous les avions au sol au même moment, etc. Donc c'est là où il nous faudrait la réaction d'une compagnie comme Air Caraïbes, mais dans une structure à plusieurs centaines d'avions. Mais ça, ce serait le monde idéal, quoi. Nous avons vérifié les chiffres. Chez Air France, ce ne sont pas 300, mais 30 appareils qui étaient alors concernés par les incidents de sonde pitot. Il y a donc peut-être une autre raison pour expliquer que la compagnie ne les ait pas changés plus tôt. Ancien responsable des facteurs humains chez Air France, Pierre Essette reconnaît ici une logique bien connue dans le milieu industriel. Le risk management, c'est-à-dire l'arbitrage entre les risques. Forcément, il y a eu des réunions et des risques acceptés et non acceptés et des dépenses acceptées et non acceptées. Et forcément, puisque nos managers sont des hommes, sont quelque chose d'humain, sont dans l'humain, forcément, leur perception des choses est très différente après un accident qu'avant. Et c'est tout à fait ça. Et donc, la dépense qui paraissait superflue, inutile, exagérée avant, devient, il faut faire quelque chose, donc on y va, quoi. Voilà. Donc ce sont des gens qui arbitrent entre un risque possible et des dépenses qui permettraient d'éviter ce risque. Comment? Un risque possible et une dépense certaine. C'est ça qu'il faut bien voir. Un risque possible et assumé par Air France. Voilà ce qui révolte Gérard Arnoux. Ce pilote de la compagnie aérienne française prend la défense de ses confrères. Pour lui, l'avion était défectueux et c'est là la cause de l'accident. On est bien d'accord que les pilotes sont entraînés à gérer les pannes. Le défaut, c'est une autre affaire. Le défaut, c'est de faire voler un avion avec quelque chose qui n'est pas normal, de façon durable dans le temps. Le défaut, il peut être ponctuel et on le corrige. Là, le défaut des sondes pitot, je vous rappeler quand même qu'il perdure depuis tellement longtemps que tout le monde le sait. Gérard Arnoux assiste bénévolement l'une des avocates des familles de victimes dans le procès qui devra déterminer les responsabilités. Non mais c'est intéressant, on est dans le sujet là. Sa stratégie, que la justice reconnaisse le givrage des sondes pitot comme une défaillance technique et surtout comme la cause principale de l'accident. Tout à fait. Est-ce qu'on a mis entre les mains des pilotes des machines qui étaient fiables? Enfin, si ces sondes pitot n'avaient pas givré, si on ne savait pas donner des fausses indications de vitesse, on n'en serait pas là. À l'automne dernier, au Palais de justice de Paris, la juge chargée de l'enquête reçoit les familles des victimes. Le pilote d'Air France et l'avocate entendent bien questionner la juge sur l'implication des sondes pitot et donc d'Airbus dans le crash. Mais 3 heures plus tard, déception. La juge vient d'annoncer que le gel des sondes pitot n'est pas la cause de l'accident. Rapport d'experts à l'appui. D'abord, on est très surpris, mécontent et fâché de ce qu'il n'y aura plus rien sur les sondes pitot et il n'y aura pas d'autres analyses, a priori, contrairement à ce que nous avons tous demandé sur les sondes pitot. Moi, j'ai le sentiment désagréable que dès qu'on vient sur ce terrain, dès qu'on vient sur le terrain du fonctionnement de la machine, on a une rétraction collective de tous. Gérard Arnoux fait référence aussi à l'Agence européenne de sécurité aérienne, qui refuse de répondre aux questions de la justice française. L'avocat du SNPL, le principal syndicat de pilotes de ligne français, souhaiterait lui aussi interroger l'agence sur les sondes pitot. C'est extraordinaire comment un organisme qui a une responsabilité première à ce niveau-là refuse de répondre à des questions simples. Qu'est-ce qu'il savait? Est-ce qu'il savait que les pitot givraient? Comment le savait-il? Depuis quand? Est-ce qu'ils ont préconisé des mesures? Est-ce qu'ils ont eu des échanges avec le constructeur? Des questions qui sont des questions, évidemment, qu'on se pose dans une circonstance pareille et pour lesquelles, pour l'instant, nous n'avons pas de réponse.
Nous partons donc pour l'Allemagne afin de rencontrer un représentant de l'Agence européenne de sécurité aérienne. Nous souhaitons, nous aussi, connaître la position de la plus haute autorité aéronautique européenne sur cette question des pilotes et de leur implication dans l'accident. Nous voici à Cologne, au siège de l'EASA. En tant qu'institution européenne, l'agence estime ne pas avoir à répondre à la justice française. Mais un dirigeant accepte de nous donner la position de l'agence sur la mise en cause des sondes pilotes. C'est une panne dans notre jargon, qui est une panne de niveau 2 sur une échelle de 4, 1 étant une panne tout à fait mineure et 4 une panne à conséquences presque dramatiques. Donc ça veut dire que le givrage des sondes pilotes n'est pas une cause de l'accident de la F447? Je dois dire que les pilotes en tant que cause de l'accident n'a jamais été pour nous une cause clairement identifiée de l'accident. C'est pour ça que nous attendions effectivement plus d'informations. Lors de cet accident, oui, les pilotes ont givré, mais ils ont ensuite dégivré. Après, ce qui s'est passé dans le poste de pilotage est quelque chose que nous, à l'heure actuelle, sur lequel je ne peux pas me prononcer. C'est franchement, nous ne sommes pas enquêteurs, une fois de plus. Il y a un certain nombre de conditions, effectivement, que seuls les enquêteurs du BA peuvent analyser. Le givrage des sondes pilotes ne serait pas la cause du crash. C'est donc dans le cockpit, avec les pilotes, qu'il faut chercher. On n'a pas une bonne annonce de vitesse. Quand les pilotes perdent leurs indications de vitesse, le plus jeune a ce réflexe. Il tire sur le manche et fait monter l'avion. C'est ce que l'on appelle un ordre à cabrer. Et pour Airbus, ce geste est incompréhensible. Le genre de situation qui a été rencontrée est une situation qui n'a rien d'exceptionnel. D'ailleurs, quand vous perdez les indications de vitesse, je crois que c'est en croisière, c'est la procédure la plus simple à appliquer. Il faut faire rien. Et il va continuer à voler comme ça pendant encore très longtemps. Un geste incompréhensible, surtout au-dessus de 10 000 mètres. À cette altitude, l'avion flirte avec le coffin corner. En français, le coin du cercueil. C'est le sommet de ce cône qui symbolise l'enveloppe dans laquelle l'avion peut voler. Sous l'effet du manche tiré en arrière, l'Airbus A330 se cabre et finalement va sortir du cône. À cet instant, les filets d'air cessent de porter l'appareil et il tombe, il décroche. Comment expliquer le geste du copilote qui a tiré sur le manche? Pour répondre à cette question, nous avons donné rendez-vous à un passionné d'aviation. Nous le retrouvons à l'aérodrome de Dreux, à 80 km de Paris. Il s'appelle Jean-Pierre Otelli, il est pilote et aussi instructeur. Vous en êtes à combien d'heures de vol? J'approche les 15 000, là. 14 800, quelque chose comme ça. Jean-Pierre Otelli a accepté de nous montrer ce que tous les pilotes du monde apprennent dès leur première leçon de pilotage. Et Papa Alpha, on roule derrière. Jean-Pierre Otelli va donc tirer sur le manche pour faire décrocher son avion et ensuite rattraper ce décrochage. Nous sommes en vol de croisière, j'exerce une traction sur le manche brutale, très brutale. L'avion se cabre. Là, il va décrocher. Il décroche. Je corrige le décrochage en mettant une action franche sur l'avant. Voilà. Et on le rattrape. Nous sommes sortis du décrochage. Jean-Pierre Otelli vient de nous montrer pourquoi un avion décroche et comment le récupérer. À présent, l'instructeur va reproduire les gestes du pilote de la F447. Nous sommes en croisière stabilisée. Je vais exercer une action brutale sur le manche à cabrer. C'est parti, le manche part sur l'arrière. Arrive en butée arrière. L'avion décroche. Et là, je maintiens le manche en secteur arrière.
Je le maintiens et l'avion commence donc à buffeter. Il y a des vibrations assez fortes. J'essaye de le maintenir, j'ai toujours le manche sur l'arrière. Maintenir le manche en arrière, ce fut précisément l'action du copilote durant presque tout le temps de la chute. Je l'empêche de repartir. La vitesse est d'environ 100 nœuds. L'avion ne veut pas toujours partir. Tant que je ne rendrai pas la main, tant que je ne mettrai pas le manche sur l'avant, il refusera de partir. Je vais maintenant sortir du décrochage en exerçant une action sur le manche vers l'avant à piquer. Et rapidement, les choses redeviennent normales. Au-dessus de l'autoroute, Jean-Pierre Otelli a poussé sur le manche et évité le crash. Il faut bien savoir que ce sont des lois de l'aérodynamique qui sont valables pour tous les types d'avions, que ce soit pour un ULM, un Robin d'Aéroclub, un avion de compétition, un Airbus ou un Boeing. La démonstration est implacable. L'Airbus a décroché parce que le copilote a majoritairement maintenu son avion à cabrer jusqu'à l'impact. Comment vous expliquez l'ordre à cabrer comme ça du copilote? Honnêtement, la panique, le stress, la réaction incontrôlée, cette réaction instinctive qui est la réaction de tout excusez-moi, tout jeune pilote qui voit son avion qui va et il met le manche au ventre. Dans une voiture, vous arrivez sur une plaque de glace, la première réaction du gars qui n'y connaît rien, il freine. Le plus logique, c'est de freiner. Mais la réalité, c'est qu'il ne faut pas toucher au frein. Le jeune copilote a-t-il commis une erreur de débutant? Comme sur le reste, Air France refuse de répondre. Mais un ancien haut dirigeant enregistré à son insu ne cache pas son désarroi. Aucun pilote ne met une assiette importante à haute altitude. C'est ça que je ne comprendrai jamais, quoi. Je comprends jamais. Pourquoi il y a eu cet ordre à cabrer, quoi? Je comprends pas. Aucun pilote, même de quoi ont-ils eu peur? C'est fou, quoi. C'est complètement fou. Complètement fou. Parce que, monsieur Amadeo, quand on se retrouve dans un truc comme ça, on fait rien. On fait rien, puis on attend que ça se passe, quoi. Mais vous, cet accident, il est dû à quoi, alors? J'en sais rien, je comprends pas. L'équipage, il a pas. Ce que je peux dire, c'est qu'il a pas compris, voilà. Pourtant, pendant quelques instants, l'autre copilote semble mieux interpréter la situation. Ok, fais attention à ta vitesse. Tu stabilises. Ouais. Tu redescends. On est en train de monter selon lui, tu montes là, donc tu redescends. D'accord. Il donne quelques bons conseils au copilote, mais ne s'empare pas pour autant des commandes. Une réaction surprenante, puisqu'il est plus expérimenté que son confrère. On peut penser qu'il n'a pas pris en main la situation, ou il pensait que ce n'était pas à lui de prendre en main la situation, parce que ce n'était pas son rôle à ce moment-là. Vous êtes dans la même situation, qu'est-ce que vous faites? Et quand je suis sûr de moi, et que je sais que la chose à faire, c'est en l'occurrence de pousser sur le manche, ce serait le pape, je fais quand même. C'est-à-dire, je lui dis une première fois, et si là j'ai pas la réponse, je prends la priorité et je lui dis c'est moi qui les commande et on arrête les bêtises. Au lieu de cela, l'autre copilote s'acharne sur la sonnette pour réveiller le commandant de bord. Putain! Et pendant ce temps, le copilote aux commandes, lui, continue à tirer sur le manche. L'avion est alors en train de sortir de son domaine de vol. À cet instant, l'avertisseur de décrochage retentit. Il va sonner 74 fois en moins d'une minute. Le rapport du BEA est formel. Aucun des pilotes n'a fait référence à l'alarme de décrochage. Pourtant, c'est le moment où l'avion commence à chuter. Une absence de réaction incompréhensible pour le chef pilote d'essai d'Airbus. Ce qui doit exister dans le cerveau reptilien de chaque pilote, le cerveau reptilien, je veux dire, ce qui est ancré au plus profond des réflexes de pilotage, c'est j'entends un avertisseur de décrochage et je rends la main immédiatement. Vous voyez, on a un manche pour piloter. Lorsque l'avion approche du décrochage, il ne faut surtout pas tirer sur le manche, il faut pousser sur le manche pour le faire sortir de la situation de décrochage. La réponse à l'avertisseur de décrochage, ça doit être quelque chose de fondamental que tous les pilotes doivent savoir tout le temps. Dès le premier jour. On ne peut pas discuter là-dessus. Et ce n'est même pas une question d'entraînement récurrent sur tel ou tel type d'avion. C'est vrai tout le temps, sur tout type d'avion.
Mais inexorablement, l'avion décroche et l'alarme continue de retentir. Pour l'équipage, visiblement, le problème est ailleurs. On a pourtant les moteurs là. Je comprends pas ce qui se passe. Gérard Arnoux, le pilote d'Air France, admet le mauvais geste de son confrère. Mais il n'est pas à court d'arguments pour le défendre. Cette fois, il incrimine l'indicateur de vitesse d'Airbus. Le pilote câble l'avion et amène l'avion au décrochage, nous sommes d'accord, ça oui. Pourquoi? Parce qu'il a une vitesse trompeuse sous les yeux. Pourtant, au moment où l'avion décroche, les pitot ont dégivré et l'indicateur de vitesse fonctionne à nouveau. Elles reviennent à un moment, les vitesses. Oui, les vitesses reviennent. Ouais. Là, vous avez raison. Vous avez un détecteur de bonne vitesse dans l'avion? Comment il peut le savoir? Comment vous savez que c'est les bonnes? Vous avez que des mauvaises depuis 3 minutes? Il voit tout ça. Comment vous savez que c'est les bonnes? C'est pas un truc, un fleuve tranquille là-haut. Qu'est-ce que vous faites marrer là? Vous croyez que c'est cool? Non, des fois c'est pas cool du tout. Pourtant, à cet instant, les pilotes disposent de toutes les informations nécessaires pour comprendre le décrochage. L'alarme, un horizon artificiel indiquant une position cabrée et la perte d'altitude. Face au mutisme d'Air France, nous appelons Pierre-Henri Gourjon, directeur général exécutif au moment de l'accident. Et nous enregistrons cette conversation à son insu. Cet ancien pilote de chasse confirme l'explication de Gérard Arnoux. Les pilotes ne faisaient plus confiance à leurs instruments de bord. Ils restent convaincus que l'avion a autre chose et qu'il n'a pas d'indication. Ils sont centrés sur le fait qu'il n'y a aucune indication, il n'y a aucune valeur, rien n'est fiable. Ils disent on n'a plus rien, on n'a pas d'indication. Ils comprennent plus d'ailleurs très bien pourquoi ils sont en position de monter et pourtant ils descendent. Ils descendent et l'alarme martèle « stall, stall ». Décrochage, décrochage. Pourtant les moteurs là. Je comprends pas ce qui se passe. L'alarme sonne pendant 54 secondes. Elle retentit à 74 reprises. Donc, il faut bien savoir que l'alarme décrochage, c'est pas une petite sonnerie, c'est une énorme voix grave, puissante, je dirais même effrayante, qui retentit dans le cockpit, et que cette alarme, elle est prioritaire sur toutes les autres alarmes. Elle fait taire toutes les autres alarmes. L'alarme de perte d'altitude, l'alarme du pilote automatique déconnecté, tout ça se tait pour ne laisser qu'une seule alarme, l'alarme de décrochage. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que c'est la situation la plus grave dans laquelle un équipage peut se retrouver. Pourquoi aucun des deux pilotes n'a-t-il réagi à cette alarme gravissime? Le commandant de bord d'Air France, Jean-François Huzen, n'est pas surpris. Quand on fait des exercices au simulateur de vol, quand vous avez une alarme et que vous êtes en situation de stress ou de ce qu'on appelle une tunnelisation, vous êtes capable de ne pas entendre un son. C'est-à-dire que l'instructeur qui est derrière, qui lui voit les choses avec le recul, entend un son et ça devient peut-être même pénible à la fin d'avoir un son très fort. Un équipage qui est pris dans une situation où il ne comprend pas forcément ce qui se passe instantanément, peut passer à travers une alarme forte. Et donc, après coup, on se dit, ça c'est surprenant qu'il n'ait pas entendu, mais il faut se remettre dans la situation à leur place, quoi. L'ancien responsable d'Air France pose une autre question. L'alarme est-elle à la hauteur du danger qu'elle annonce? Pour moi, c'est pas une alarme qui est compréhensible par un cerveau humain en état de stress. Ça, vous voulez c'est dire évident. que les alarmes, qui sont le seul moyen de signifier à un pilote que quelque chose de grave se produit, tout ce système d'alarme n'est plus efficient? Je n'irai pas jusque-là, mais j'allais dire, maintenant, avec la multiplication d'alarmes telles qu'on a dans notre vie, c'est évident qu'il faut essayer peut-être de repenser ces alarmes sonores de manière à trouver, j'allais dire, sur un cerveau en état de stress. Encore une fois, sur un cerveau en état de stress. Pas avec des gens autour d'une table tranquillement en train d'étudier. Il faut trouver quelque chose d'efficace. L'équipage n'a donc pas réagi à l'alarme sonore. Mais comment a-t-il pu, en plus, ignorer les sensations physiques liées au décrochage de l'avion? Car les pilotes de la F447 n'ont pas pu échapper à ce que l'on appelle le buffeting. Le buffeting, c'est une
vibration à fréquence assez basse de l'ensemble de l'avion qui secoue. Quand on décrit, on utilise un terme anglais, on dit qu'il est déterrante, c'est-à-dire il est effrayant. Et un buffeting déterrante, c'est un signe que tous les pilotes doivent connaître et qui, pour leur dire, ne va pas plus loin. Les violentes vibrations de l'appareil indiquaient donc le décrochage de l'avion. Et pourtant, pas un mot ne fut prononcé à ce sujet dans le cockpit. Je comprends pas ce qui se passe. Gérard Arnoux, le pilote d'Air France, a encore une fois une explication. Ça se sent, oui, ça se sent en ciel clair et calme. Quand vous êtes dans des turbulences, que l'avion il est un peu ballotté, etc., et puis ça arrive tous les jours, hein, je veux dire. Quand vous êtes dans les turbulences cabotées, allez faire la différence physiquement, de nuit, entre l'approche du décrochage et la turbulence atmosphérique. C'est très difficile, c'est impossible de faire. Comment le savoir? Mais ce que ne dit pas Gérard Arnoux, c'est que tous les pilotes de ligne apprennent à reconnaître le buffeting en simulateur. Cela fait partie de leur formation de base. C'est pas possible qu'il l'ait pas perçu, c'est immanquable, ça secoue très fort. Il faut maintenant tenter d'expliquer l'inexplicable. En juillet 2011, devant les caméras du monde entier, le Bureau d'enquête et d'analyse français lance une initiative inédite. J'ai décidé de créer un groupe Facteur Humain qui va étudier le comportement et les actions du pilote en s'entourant de spécialistes en ergonomie, en sciences cognitives, psychologues et de médecins spécialistes en aéronautique. Ce groupe devra également essayer de comprendre le comportement du commandant de bord. Je comprends pas ce qui se passe. Cela fait maintenant 1 minute et 37 secondes que les deux copilotes sont livrés à eux-mêmes. Putain, j'ai plus le contrôle de l'avion. J'ai plus du tout le contrôle de l'avion. Le commandant de bord avait-il le droit de quitter le cockpit? J'ai l'impression qu'on a de la vitesse. Voici ce que dit le règlement d'Air France. L'équipage de base peut être renforcé par un ou plusieurs personnels navigants techniques afin de permettre la prise de repos hors du poste de pilotage. Le commandant de bord peut donc se reposer quand il le souhaite. C'est ce que nous confirme ce pilote d'Air France. Il y a 3 tours de repos. Le commandant de bord, en général, choisit le repos qu'il souhaite. Donc il a pris la décision de prendre ce repos-là. Bon, je vous dirais qu'on vole régulièrement avec dans des configurations nuageuses, etc. Bon, les pilotes qui sont devant sont aptes à gérer normalement la situation. On est formé pour ça. Hein. On est en climb. Putain! C'est la 4e fois que le copilote appelle d'urgence le commandant. Putain, il vient ou il vient pas? Il fait sonner une petite alarme dans la couchette située juste derrière la paroi du cockpit, là où est censé se trouver le commandant. Et pendant ce temps-là, l'avion continue sa chute. Hervé Labarthe est un ancien commandant de bord d'Air France. Oui. Il essaye de comprendre pourquoi son collègue n'a pas regagné le cockpit plus rapidement. S'il n'est pas revenu au premier coup de sonnette, c'est qu'il n'a pas entendu de coup de sonnette, donc il n'était pas au poste repos. Ça n'a rien d'anormal. Vous venez de passer 3 heures dans un cockpit, vous allez dire j'ai 3 heures devant moi pour prendre un peu de repos, m'allonger. Eh bien oui, vous allez vous rafraîchir aux toilettes, vous allez boire un verre d'eau dans le galet, vous discutez peut-être avec une hôtesse. Puisqu'il n'était pas dans le poste de repos, il n'a pas entendu la sonnette. Alors pourquoi est-il revenu dans le cockpit? Tout simplement parce qu'il a senti que ça n'allait pas dans l'avion. Putain, on est où là? C'est quoi là? J'ai l'impression qu'on a de la vitesse. Chuter là. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe. On a totalement perdu le contrôle de l'avion là. On comprend rien, on a tout tenté. Hein? D'accord. On n'a plus aucune indication qui soit valable. J'ai l'impression qu'on a une vitesse de fou, non? Qu'est-ce que vous en pensez? À cette question, le commandant de bord reste sans voix. Que dire de ce manque de réaction? Jean-Pierre Eutelli, le pilote instructeur, se montre sévère.
Moi, personnellement, je ne la comprends pas, l'attitude du commandant. Je ne comprends pas comment un commandant de bord qui a 4 galons sur les épaules, qui est responsable d'un avion, qui a derrière lui de plus de 200 personnes, arrive dans un poste de pilotage et découvre ces 2 copilotes qui lui disent « on a perdu le contrôle de l'avion, on ne sait pas quoi faire ». Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit entre deux et il ne donne même pas de conseils, il constate. Jean-Pierre Otelli a demandé à d'autres commandants de bord ce qu'ils auraient fait à sa place. Tous, absolument tous, m'ont dit la chose suivante. Moi, un d'entre eux m'a dit, je l'attrape un copilote par le cou, je le vire de la place et je m'assois et je reprends les commandes. On est quoi là? On a quoi là? Putain, mais c'est pas possible. En LT, on a quoi? Le commandant de bord était-il en pleine possession de ses moyens physiques et psychologiques? Dans quel état d'esprit a-t-il abordé ce vol? Pour tenter d'en savoir plus sur les heures qui ont précédé le drame, il faut aller à Rio de Janeiro. Une escale convoitée par les personnels navigants d'Air France. Les équipages ont le temps pour récupérer entre le vol aller et le vol retour. Ils peuvent également se distraire. L'hôtel Sofitel, avec accès direct sur la plage de Copacabana, c'est ici que descendent tous les équipages Air France. Celui du vol 447 est arrivé le jeudi 28 mai, en tout début de soirée. Quartier libre pendant 3 jours. Le dimanche 31 mai, quelques heures avant le vol retour vers Paris, le commandant Dubois, une ancienne collègue d'Air France, son jeune copilote et sa compagne décident de survoler en hélicoptère la baie de Rio. Nous avons retrouvé le guide qui les accompagnait ce jour-là. Il témoigne un visage caché et se souvient avoir trouvé le commandant de bord plutôt fatigué. Je me rappelle qu'il parlait d'une chose qui m'a fait voir, un peu fatigué, de conduire l'avion. Et je dis non, Marc Dubois, va dormir et les autres deux feraient pas. Non, non, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas correct. Tous les 3 doivent être dans le même vol. Et un peu endort, l'autre un peu endort, l'autre un peu endort. Ce témoin n'a jamais été entendu par les enquêteurs. Si le commandant était fatigué à ce point, avait-il la possibilité de refuser de décoller de Rio le soir même? Nous avons posé la question à l'ancien responsable des facteurs humains d'Air France. Il y a un texte très clair qui date de 1992 qui dit que tout personnel navigant, donc ça déborde même les pilotes, parce que ça concerne aussi hôtesses et stewards, qui sont dans un état de fatigue, disons qui ne lui permet pas d'assurer complètement la sécurité, doit ne pas piloter. Donc ça c'est le texte. Et puis, il y a la réalité des choses. Et donc, c'est évident que vous avez cette pression temporelle et cette pression sociale et professionnelle qui vous pousse à y aller quand même et à se dire « Bon, c'est vrai, je suis fatigué, mais bon, sur un vol normal, j'ai 2 copilotes, on est 3, j'ai une certaine confiance, l'avion est bon, allez, on va rentrer, et puis après, je me reposerai. » Fatigué ou pas, en tout cas, pour Hervé Labarthe, le commandant Dubois affiche un manque de réaction disons étonnant. Le hasard de la vie fait que je connais un certain nombre d'éléments de sa vie privée. Je pense qu'il n'est pas à son affaire. Dans l'avion, on le voit. Écoutez, c'est terrible à dire, mais c'est quoi la conversation? C'est quoi t'as mis le truc? Le quoi? Il n'est pas là. Il n'est pas dans le cockpit. À son retour, le commandant ne peut que s'en remettre à ses 2 copilotes pour évaluer la situation. Je sais pas ce qui se passe. On a totalement perdu le contrôle de l'avion là. On comprend rien, on a tout tenté. Hein? Les 2 hommes sont très stressés et ne lui transmettent aucune information fiable. Quand le commandant de bord arrive dans le poste de pilotage, les choses sont extrêmement confuses pour lui. Il a malheureusement pas le début du film. Il regarde et il essaye d'analyser ce qui se passe. Il n'a pas tout l'historique de ce qui s'est passé avant. Il ne sait pas comment s'est passée la panne du pitot, l'alarme stall, à quel moment s'est produite, pourquoi, comment. Je suis à fond, hein, du gauchissement. L'alarme de décrochage s'est arrêtée 4 secondes après le retour du commandant de bord dans le cockpit. À ce moment-là, l'avion tombe et n'avance plus. Sa vitesse devient anormalement faible. L'ordinateur de bord la juge incohérente et ne la prend plus en compte.
Mais lorsque l'avion reprend de la vitesse, l'alarme se déclenche à nouveau. Ce mode de fonctionnement de l'alarme a-t-il pu tromper les trois hommes? C'est l'avis du pilote d'Air France, Gérard Arnoux. Le gars, il pousse, qu'est-ce qu'il entend? Stall. C'est le contraire qu'il devrait entendre. Alors merde, je pousse et c'est stall. Je comprends plus, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Ils le disent, mais je comprends rien, quoi. Il pousse stall. Alors il se dit, bon, bah, je tire, on va bien voir ce que ça va faire. Je tire, ah tiens, ça s'arrête. Génial. Miracle. Je repousse stall. Je retire, ça s'arrête. Plusieurs fois pendant la descente. Nous avons voulu vérifier si Gérard Arnoux disait vrai. Nous avons analysé dans le rapport du BEA les actions du copilote sur son manche pendant la période où l'alarme a fonctionné par intermittence. Celle-ci s'est déclenchée 10 fois. À 2 reprises seulement, elle coïncidait avec le bon geste du copilote, à savoir pousser sur le manche. L'implication réelle de l'alarme dans ce drame reste donc à établir. Le jour de la conférence de presse du bureau d'enquête et d'analyse, la question a d'ailleurs été posée au directeur de l'enquête. Est-ce que les pilotes ont été trompés par cette alarme erratique? On regarde ce fonctionnement de l'alarme de décrochage dans ces conditions. Quelle a pu être la compréhension dans cette phase de vol? Les vitesses redeviennent valides lorsque l'avion pique et lorsqu'il retire sur le manche, l'alarme disparaît du fait que les vitesses deviennent invalides. Oui, ça a pu, c'est quelque chose qu'on va regarder à travers le groupe facteur humain. Les experts du BEA devront répondre à cette question. Mais d'autres interrogations demeurent. Par exemple, à cet instant du drame, l'équipage pouvait-il encore sauver l'avion? On ne sait pas. Peut-être pas, mais peut-être oui. Mais on ne pourra jamais répondre à cette question parce qu'on ne connaît pas l'aérodynamique de cet avion dans ces conditions-là qui sont complètement inouïes. On n'avait jamais imaginé qu'on puisse aller si loin dans le décrochage pendant si longtemps, 54 secondes, en laissant la vitesse chuter si bas. De toute façon, on n'imaginait pas qu'on puisse aller là-bas. Et même si on avait imaginé, il est impossible en essai d'aller essayer l'avion dans de telles conditions. On fait ça avec des avions de chasse, on fait ça avec des avions de voltige, parce qu'on sait que dans leur utilisation, ils sont amenés à faire ce genre de choses. Mais avec un avion de transport, c'est inouï. Dans les derniers instants du drame, les trois pilotes ont multiplié les ordres contradictoires. Monte, remonte! Je suis à fond accabré là depuis tout à l'heure. Non, remonte pas, non. Et alors descends. Alors, les commandes. À moi les commandes. Vas-y, t'as les commandes. Une alarme alerte les pilotes qu'ils sont tous les deux aux commandes. Mais paralysé, le copilote de droite reste accroché à son manche et neutralise les actions de son collègue. La confusion dans le poste de pilotage est totale. C'est ce que nous confirme un pilote syndicaliste d'Air France qui, lui aussi, refuse de s'exprimer face caméra. Là, on voit bien qu'à un moment, le pilote de gauche prend les commandes, d'accord? Mais il ne sait toujours pas ce que fait l'autre. C'est que chacun veut essayer de s'en sortir et donc chacun essaye de comprendre. Il n'y a peut-être pas la cohésion, mais une fois de plus, assis dans un salon ou devant une télé, on va dire, ah oui, quand même, ils sont mauvais. Et de nombreux pilotes d'Air France ajoutent qu'ils préfèrent voler sur Boeing, où les deux manches sont coordonnées. Alors que sur Airbus, ils sont indépendants et hors du champ de vision de l'autre pilote. Voici la réponse du constructeur européen. Lorsqu'un pilote agit sur son manche, l'avion réagit, répond aux manches, et le pilote qui ne pilote pas voit l'action de son collègue par la réaction de l'avion. Et dans le cas de l'accident, on voit bien que le pilote qui ne pilote pas voit l'action de son collègue, puisqu'il lui dit « attention, tu montes, ne monte pas ». Donc il voit bien que le pilote de l'autre côté a tiré sur le manche. Airbus affirme donner le meilleur de la technologie existante pour garantir la sécurité des vols. Mais de nombreux pilotes, dont Jean-François Huzen d'Air France, ont l'impression que la machine a pris leur place. La philosophie d'Airbus, c'est d'avoir des calculateurs qui maintiennent l'avion dans ce qu'on appelle l'enveloppe de vol, c'est-à-dire pour que l'avion puisse voler. Ce qui fait que s'il va trop vite ou s'il ne va pas assez vite, ou
S'ils s'inclinent trop, les calculateurs évitent et corrigent ou limitent les ordres du pilote. C'est la machine qui corrige les erreurs éventuelles du pilote. Voilà, la machine corrige les erreurs éventuelles du pilote, exactement. Dans 99% des cas. Descends! Tu descends! Non, tu montes là. Là, je monte là. Mais quand survient l'imprévu, c'est au bout du compte au pilote de réagir. L'équipage a peut-être été victime de ce que les Américains appellent une addiction aux automatismes. On va arriver au niveau 100. Elle réduit la capacité de réaction des pilotes. 9000 pieds. Doucement avec le ballonnier, là. Montre, 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 montre! Est-ce que c'est pas un effet pervers de la philosophie Airbus qui finalement a cherché à mettre des protections partout et qui finalement se retrouve avec des pilotes qui ne supportent plus qu'il leur arrive quoi que ce soit? Je ne sais pas si c'est la conséquence de la philosophie d'Airbus, mais il ne faut pas que ce soit le cas. Il faut corriger ça. Un pilote, le matin quand il se lève, il doit se dire qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui et est-ce que je me sens d'attaque pour faire face à ce qui va m'arriver aujourd'hui. Pour encore très longtemps, on aura toujours besoin des pilotes pour faire face à des situations de panne, à des situations dégradées et pour les gérer, ces situations. Donc la seule chose qu'on a à faire pour encore longtemps, c'est d'entraîner les pilotes à leur métier. Dans son rapport de juillet 2011, le Bureau d'enquête et d'analyse confirme un manque d'entraînement spécifique. Les copilotes n'avaient pas été entraînés au pilotage manuel, à l'approche et à la récupération du décrochage à haute altitude. Putain, on va taper, c'est pas vrai! Qu'est-ce qui se passe? 10 degrés d'assiette. Après le drame, Air France a ajouté à la formation de ses équipages un nouvel exercice de pilotage, axé sur les conséquences du givrage à haute altitude.